Ben là, ça y est, t'es dans le grand bain. Soit tu te noies, soit tu nages avec le requin, quoi. La blessure, ça fait partie du quotidien du sportif. Je stresse même pendant les matchs. Enfin, ça se voit pas parce que le stress maintenant, on va dire, c'est un compagnon. La frustration, c'est de se dire, ben j'ai joué une finale olympique et je l'ai perdue. Tu vois, ça fait chier. Et la satisfaction, c'est se dire, ben tous ces efforts m'ont quand même donné ce beau résultat. C'est Yannick Borel pour This Is My Story. Yannick, comment tu vas? Ça va, merci Guéric. Ça fait déjà 10 jours que tu es là. Ouais. Hier, j'ai vu que tu as eu une soirée au Yacht Club Exact. où ils ont fait un remix du son de l'été. Tu étais au courant de ça ou pas du tout? Pas du tout. Grosse surprise. Mon cousin m'avait déjà fait part du remix, mais avec sa propre voix. Mais voir Chris débarquer au Yacht Club et avoir remixé le son, puisque je l'ai sur mon téléphone maintenant, Ok. c'était lourd. C'était du direct ou bien il avait préparé déjà en amont Chris Non, ça a été préparé avec ma famille du coup. D'accord. Et c'était la surprise de la soirée, quoi. Donc Ok. vraiment très cool. Et aujourd'hui, webinaire chez toi, puisque tu fais partie, pour ceux qui ne le savent pas, des associés, si je ne me trompe pas, d'Iresa. Exactement, ouais, ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé Iresa et ça commence à tourner, donc on est content. Comment ça s'est passé? C'était quoi au programme? Qu'est-ce que vous avez fait pendant une heure et demie d'échange? On a fait un partage d'expérience entre guillemets. Moi, on m'a interrogé sur la gestion d'une carrière et le parallèle entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Ok. Enfant du pays. Tout, oui, bien sûr. Pointois. Je suis né à Pointe-à-Pitre, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre. J'ai été à l'école à Raphaël Jolivière, au collège à Front-de-Mer, puis à Grand-Camp, avant de faire le lycée à Benwich. À quoi ressemble la jeunesse du petit Yannick? Ouais, je pense très simple. Hein. J'allais à l'école à pied. Le week-end, j'allais à la plage avec ma mère, ma soeur. Puis mon frère, parce qu'on a 10 ans d'écart avec mon frère, mais 2 ans avec ma soeur. Plus grand, plus petit? Moi, je suis l'aîné. Ok. Donc j'ai une sœur de 2 ans de moins et un petit frère de 10 ans de moins. Et dès que je pouvais, j'allais à Marie-Galante. Et jusqu'à maintenant, dès que je peux, je vais à Marie-Galante. D'accord. Je vais te demander, pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter rapidement. Et ensuite, on va parler de comment tu as commencé l'escrime, ce sport qui finalement que tu pratiques jusqu'au jour d'aujourd'hui, et j'espère pour encore de très belles années. Donc vas-y, dis-nous un petit. Je m'appelle Yannick Borel, je suis escrimeur, évidemment. J'ai gagné pas mal de médailles à l'épée. Mon dernier titre, c'est celui de vice-champion olympique aux Jeux de Paris en 2024. Donc il y a 3 semaines. Sinon, je suis père de 3 enfants. Et voilà, j'aime mon île. Donc durant toute ma carrière, je n'ai cessé de revenir et partager mon expérience avec les jeunes ici. Et mon histoire avec Iresa, par exemple, vient d'une amitié qui s'est liée avec Maëlle Félix-Henry, mais dans le monde de l'escrime, puisqu'elle faisait de l'escrime dans le même club que moi. Et c'est une amitié qui a duré. Du coup, quand elle a voulu monter ce projet, elle a fait appel à moi et nous y voilà. À quel âge tu commences l'escrime? Je crois que j'ai vu 10 ans. C'est exactement ça. À 10 ans, l'entraîneur du CDEP, le Cercle des escrimeurs de Pointe-à-Pitre, vient à mon école et propose l'activité escrime. Parallèlement, on nous proposait aussi, c'était soit escrime, soit gros cas. Et j'ai hésité parce que j'aimais le gros cas. Mais finalement, j'ai pris escrime parce que j'aimais le sport et j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire des compétitions. Et tout de suite ça m'a plu, franchement l'escrime ça m'a plu direct. À ce moment là je faisais du karaté, j'ai dit à ma mère j'arrête et je veux faire de l'escrime. Alors, j'ai vu que tu disais que pour toi l'escrime, tu décris ça comme l'école de la vie. Ouais, l'escrime je pense que c'est le sport en général. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que particulièrement à l'escrime on apprend à respecter l'entraîneur, l'adversaire, les règles. Pourquoi je dis ça? Parce que l'entraîneur, on appelle ça un maître d'armes, donc on l'appelle maître. Déjà ça pose une base, une certaine forme de respect. Les règles à l'escrime sont très particulières. Il y a une position de garde. Quand tu rentres sur la piste, tu dois faire le salut à l'adversaire, le salut à l'arbitre. Quand tu finis ton match, gagné, perdu, pas content avec l'adversaire ou l'arbitre, tu dois lui serrer la main.
Donc tout ça fait que ça t'apprend pas mal de choses. Ça t'apprend à digérer ta défaite. Ça t'apprend à respecter l'autre. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé grâce à l'escrime. Même très jeune, en fait, quand j'avais autour de 14-15 ans, j'ai pu faire les championnats centra-américains, panaméricains, ce qui m'a permis d'aller en Amérique du Sud, d'aller aux États-Unis, de rencontrer des cultures, des personnes différentes de ce que je connaissais en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, puisque c'est là qu'on allait le plus souvent. Puis je suis allé en France hexagonale et j'ai encore découvert d'autres personnes et même dans mon milieu, dans l'escrime, d'autres façons de faire de l'escrime. Donc en fait, tout ça a fait que ça m'a permis de grandir. Et même le voyage, en fait, le fait de préparer ton sac, savoir où est ton passeport en permanence. Tu le checkais aussi à l'aéroport pour savoir si tu n'avais pas oublié? Je l'ai déjà perdu 2-3 fois et c'est les entraîneurs qui me l'ont ramassé ou mes collègues. Pas oublier ton sac. En fait, toutes ces choses-là font que je pense que ça t'aide à grandir. Ouais. Effectivement, j'ai vu que j'avais beaucoup voyagé avant ton premier vrai départ vers 18, après ton bac. Après mon bac, ouais, vers 18-19 ans. Mais à quel moment est-ce que tu te rappelles véritablement, quand est-ce que, même dans ta tête et même ceux de tes proches, tu sens que ça devient sérieux et que tu vas faire quelque chose de grand finalement dans l'escrime? Moi, je l'ai perçu ou je l'ai imaginé rapidement. Je veux dire, dans mes années juniors, donc j'avais 17-18 ans. Moi, je me voyais déjà en équipe de France. Enfin, c'était déjà un objectif pour moi. Et mes parents, je pense, au fur et à mesure, et surtout quand je me qualifie pour mes premiers JO, là, ils ont commencé à se dire, en 2012, là, ils ont commencé à se dire, attends, il est aux Jeux Olympiques, c'est sérieux quand même. Mais bon, avant ça, il y a eu des étapes, puisque j'intègre le Krebs de Reims en 2007. On va dire que c'est le SAS juste avant l'INSEP. L'INSEP, Okay. c'est comment dire, c'est la mecque du sport de haut niveau en France, et surtout pour nous à l'escrime, puisque c'est là qu'on réunit les meilleurs. Donc en 2007, j'intègre le Krebs de Reims. En 2008, j'intègre l'INSEP. Et du coup, là, voilà, le voyage a commencé, quoi. Qu'est-ce que ça change pour toi, l'arrivée véritablement à l'INSEP? La structure, les fondations, les équipes, j'imagine, qui sont là pour vous encadrer. Alors, j'avais déjà été préparé quand même au sport de haut niveau et, comment dire, à son rythme, déjà ici, au Krebs Antilles-Guyane. Parce que c'est vrai qu'on a déjà ce double projet école, sport de haut niveau. On a ce rythme où à chaque fois on sort de l'école, on va à l'entraînement et après tu dois aussi gérer ton temps pour réviser, pour préparer ton bac par exemple. Puis arrivé au Krebs de Reims, ça a continué dans ce sens-là. Et l'INSEP, vraiment, au moment où j'y rentre, l'équipe, elle est championne olympique. 2 mois avant, enfin 1 mois avant pratiquement, parce que je suis entré en septembre, c'était fin juillet, donc ouais, 1 mois et demi avant, ils sont champions olympiques. Donc là, je me dis, attends, je vais rentrer dans ce qui se fait de mieux dans le monde, en fait. Donc je me suis senti investi de ma propre mission, en fait, que je m'étais imposée, mais j'étais fier déjà d'être arrivé jusque-là, et je me suis dit, là, ça y est, t'es dans le grand bain, soit tu te noies, soit tu nages avec le requin, quoi. Et du coup, tu as fait le choix de nager. Ouais, de devenir un requin moi-même. Alors, je regardais hormis le palmarès, j'ai vu qu'il y a tu as le classement des escrimeurs. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'ai vu. Je crois que tu es le premier, si je me trompe pas. C'est-à-dire? Je suis tombé sur un classement à l'épée, senior. Ouais. Le premier nom qui sort. Au niveau national, je suis numéro 1 national. À l'international, là, je suis classé 3e après les JO. Ok. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que ton nom sort, on voit le club, et un escrimeur sur 2 vient du même club que toi. Oui, le Valois Sporting Club. Exactement. C'est mon club et c'est le meilleur club depuis quelques années, puisque un des plus grands champions, c'est Eric Strecky, qui a gagné les Jeux en 1992, donc c'est-à-dire que ça remonte. Et depuis, il y a eu pas mal de champions qui se sont succédés là-bas. Moi, justement, j'ai intégré d'abord le club de Châlons-Champagne,
ou les frères Janet, qui sont de la Martinique, et qui sont aussi de brillants escrimeurs qui ont remporté plein de médailles, notamment 2 titres olympiques par équipe, ont été dans ce club. Et un des 2 aussi a fait le club de Levallois. Et en fait, je me suis dit, moi, je veux être dans le meilleur club. Et si on comparait, Levallois, ce serait le Real de Madrid, en fait. Okay. C'est vraiment le club qui a... Je crois qu'on est co-détenteur du plus de titres au niveau de la Coupe d'Europe des clubs. Et moi, j'aime la rivalité, j'aime la compétition, je me nourris de ça. Donc, en fait, ça m'a jamais fait peur d'être dans le meilleur club et de potentiellement pas être dans la meilleure équipe. Il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe qui va disputer le championnat en National 1, il y a la National 2. Et en fait, moi, je voulais faire partie de l'élite. Donc, pour faire partie de l'élite, il faut être avec les meilleurs, il faut être en concurrence avec eux. Et donc, naturellement, j'y suis entré et j'ai toujours fait en sorte d'être dans les meilleurs. Ouais. Tu as partagé un peu de temps aussi avec un ami qu'on a en commun, Michael, Ouais. qui ne savait pas vraiment m'expliquer la fraternité que vous avez quand vous entraînez ensemble, quand vous combattez ensemble. Comment toi tu l'expliquerais? Il m'expliquait, si tu veux, que un premier va tirer. Oui, exactement. Ouais. Un premier va tirer, mais même celui qui vient après, il y a ce sentiment de s'il y a du retard, tu y vas pour l'équipe et tu te dépasses pour pouvoir essayer de remonter. Comment tu expliquerais cette cohésion que vous avez? Déjà, cette cohésion, elle naît à l'entraînement. En fait, si tu veux, au bout d'un moment, quand tu rentres dans une structure, dans un CREPS, à l'INSEP, tu passes beaucoup de temps avec tes coéquipiers. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'on commence à se connaître vraiment comme si on était des proches, quoi. Parfois, je passe plus de temps avec eux qu'avec mes meilleurs amis. Si tu veux, on se voit tous les jours. On partage au moins 2 heures ensemble par jour. Voire plus, et des fois on fait des stages, on est H24 ensemble. Donc en fait ça noue des liens. Et ensuite sur la piste, on sait combien c'est dur parce qu'on sait qu'on s'est entraîné très dur tous ensemble. Et du coup, je pense que ça vient aussi naturellement, mais cet esprit d'équipe, une fois qu'il est né, tu te bats pour l'autre il se bat pour toi. Tu connais la valeur de tes partenaires, tu sais que tu vas pas aller saboter l'équipe sur un match où tu vas mettre en avant ta fierté, sachant que derrière tu as un copain qui peut faire la différence. C'est très particulier à l'escrime parce qu'on n'est pas tous ensemble sur le terrain, on est chacun notre tour sur la piste, ça reste un sport individuel. Mais moi j'ai toujours essayé de tout donner pour représenter au mieux mon équipe et briller avec mes coéquipiers, quoi. Plusieurs fois champion du monde en équipe et même en solo. Ouais. Comment tu fais pour garder toujours le cap et continuer à progresser sans cesse, sachant que finalement tu es la référence? En fait, quand tu gagnes, il faut rapidement, quand tu te remets en course sur une compète, tu commences en tableau de 64. Donc en fait, si tu perds, tu fais partie, tu te classes entre la 33e place et la 64e. Donc en fait, moi, à chaque fois, je me dis, tu peux pas revenir en bombant le torse, je suis numéro 1. Oui, c'est vrai, ce que j'ai fait, tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais du coup, t'es l'homme à abattre aussi. Donc il faut toujours garder ça en tête. Il faut toujours garder en tête qu'il y a des mecs qui ont peut-être pas encore toutes les médailles que t'as eues, qui ont la dalle. Si toi, t'as pas la dalle, tu vas te faire bouffer. Et tu vois, je te disais, quand je suis rentré à l'INSEP, j'étais dans un bain de requins. Tu dois rester un requin tout le temps parce que c'est ça, c'est aussi ça la compétition, c'est aussi ça, même si on est amis, mais on sait que les places sont chères, on s'entraîne à 12, 13, 14 pour 4 places. À la fin au championnat du monde, on n'en retient que 4. Ouais. Donc c'est te dire le ratio, et en plus, ça je te parle de ceux qui sont à l'INSEP, mais des fois le danger il vient de mecs qui sont en club. Que tu connais pas forcément. Que je connais pas forcément, mais qui y croient aussi. Donc il faut toujours garder cet appétit et il faut toujours se dire, moi je me dis toujours, les titres que j'ai gagnés, on peut plus me les enlever. C'est fait. Par contre, ceux que je vais disputer, ça pour les gagner, il va falloir se battre comme si tu les avais jamais eus. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un reboot, quoi. Je remets tout à zéro et je me bats comme si j'avais rien gagné. C'est quoi à quoi ressemble le quotidien
d'un athlète de très haut niveau? D'un athlète, d'un entrepreneur, d'un père de famille? Cette saison, en fait, moi, sur les 10 derniers mois, j'avais pas mes enfants et mon épouse, puisqu'ils étaient ici, s'étaient installés ici en Guadeloupe. Donc mes journées, c'était vraiment focus que sur ça. Donc une journée, ça peut être, allez, je vais te dire, mon lundi matin, 9h, 9h30, rendez-vous chez le kiné pour 1 heure. J'ai 35 ans, donc j'ai des pathologies qui reviennent. Et en fait, c'est soit de l'entretien, soit on soigne les petits bobos. 1 heure après, j'ai une leçon avec l'entraîneur. C'est 1 heure où on répète des mouvements jusqu'à les perfectionner. Ensuite, la pause déjeuner. Le lundi, soit je fais de la prep physique. Ouais, c'est souvent prep physique. Donc la prep physique, ça va être du renforcement ou du gainage ou de l'aérobie ou enfin il y a toutes sortes de ou juste de la mobilité Ok. c'est étirement, des choses comme ça, parce que ça aussi ça fait partie des choses dont j'ai besoin. Et cette saison, j'ai vraiment beaucoup individualisé ce que j'avais à faire. Donc après, dans la semaine, je vais avoir 2 ou 3 séances d'assaut. Les séances d'assaut, c'est des matchs. Ok. Voilà, on est dans le spécifique pur et dur. Je vais avoir 2 leçons, je vais avoir 3 voire 5 séances de kiné dans la semaine. Parce que vraiment maintenant, je le fais tout le temps. Et j'ai au moins 1 à 2 heures de séance de préparation mentale aussi. Ou Ouais, j'allais te En fait, poser la c'est question, psy. est-ce C'est que... plutôt psy. Ok. Ça, c'est récent, tu l'as toujours fait? J'ai amené la préparation mentale dans mon entraînement à partir de 2017. Ok. Mais en fait, tous les sportifs ont une préparation mentale, même s'ils ne sont pas avec un préparateur mental. Et je me rends compte parce j'avais déjà des tips qui faisaient que j'étais déjà dans certains trucs, l'imagerie. Mais c'est des choses que tu crées fais parce que tu en as naturellement. besoin. Et finalement, tu n'as pas les outils. Donc en fait, quand tu rencontres un psy ou un prép mental, il te donne ces outils-là. Donc c'est hyper important de se rapprocher de quelqu'un. C'est le conseil que je donnerais à un sportif s'il voulait se lancer dans le très haut niveau. Et après, maintenant, j'ai une psy qui traite pas que la prep mentale de ce que je vais faire le jour de la compète, mais aussi mes problèmes d'homme en fait, du quotidien, parce que comme tout le monde, à part le sport, j'ai une vie, donc j'ai des soucis, et en fait c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui tu puisses en parler, et en fait qui te permette de t'aligner, en fait, de t'accepter comme tu es, d'accepter tes problèmes et d'aller de l'avant. Et en fait quand tu rentres sur la piste, tu es pas hanté par des problèmes ou des fantômes ou des démons, comme on les appelle. On a tous nos démons, on doit les gérer, mais une fois que tu l'as fait en amont, quand tu arrives sur la piste, tu es libéré de tout ça et tu peux avancer, quoi. Donc, tu es un entraîneur, tu es un préparateur mental. Est-ce qu'au niveau de la diète, pareil, tu as peut-être une diététicienne, quelqu'un qui te suit au quotidien, pas forcément pour les compètes, mais dans ta vie de tous les jours, pour finalement que tu sois le plus efficace possible? Bien sûr, je me suis fait accompagner par un diététicien de l'INSEP, justement, qui m'a amené, pas un régime strict à suivre, mais des conseils bien précis sur ce qui valait mieux manger, ce qui était préférable pour moi. Il y a quelques années aussi, j'avais fait des relevés, donc j'avais posé un patch pendant plusieurs jours, 3 jours je crois, et on voyait mon pic de glycémie en fonction de ce que je mangeais. Donc je devais noter tout ce que je mangeais, et on voyait l'évolution du pic de glycémie. Et pour moi, alors ça c'est moi, tu vois, je peux pas parler au nom de tout le monde parce que c'est propre à chacun, mais pour moi, ce qui était préférable de manger, notamment en compétition, c'était de la protéine. Donc depuis, moi, c'est quelque chose que je cherche dans mon alimentation pré-compétition et en compétition, c'est la prot. Parce que quand je mange trop de glucides, j'ai un gros pic de glycémie, mais j'ai aussi un gros pic vers le bas. Donc c'est à ce moment-là que tu as de la fatigue, que tu as un manque de lucidité. Donc pour éviter tout ça, il faut contrôler ton alimentation, et j'ai rien laissé au hasard cette saison pour être le plus efficace possible, quoi. Est-ce que pour la petite anecdote, est-ce que il y a un truc en particulier dont tu raffoles qui normalement ne devrait pas faire partie de ton alimentation? Peut-être des bonbons,
Ouais, je peux te dire Ou les un plat, chips. tu sais que Les tu chips, devrais tu vois, pas? c'est des trucs, c'est facile à manger, tu manges ça devant la télé, clac clac, mais c'est que du gras. Le bokit. Le bokit, c'est du gras, c'est de la friture, c'est hyper bon. Donc voilà, quand j'ai des moments off, je peux, mais en compète, la friture, c'est pas très bon. Tu vois, c'est dur à digérer pour l'estomac, ça t'apporte pas vraiment grand-chose nutritionnellement. Donc c'est des trucs que je dois éviter, ouais. Et en plus, moi, je peux prendre facilement du poids. Alors je serai pas, je pense pas très gras, mais enfin quand même pour un sportif, même si je fais pas un sport à catégorie de poids, mais en fait c'est moi qui porte mon poids et c'est moi qui dois l'assumer sur la piste, tu vois. Surtout que, bon, je connais pas tous les escrimeurs, mais j'ai l'impression que tu fais partie des plus grands. Je fais partie des plus Si tu n'es grands. pas peut-être le plus grand. Ouais, pas loin Et donc forcément plus de poids aussi. aussi, ouais. Cependant, je crois pas que tu aies déjà eu de blessures. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah si, j'en ai eu. Je te disais, j'ai un kiné parce que j'ai des pathologies qui reviennent. Donc oui, j'ai eu des blessures. Mais la blessure dans le sport, c'est... Comment dire, ça fait partie du sport, en fait. Ça fait partie du sport de haut niveau. Quand tu te blesses, c'est que tu vas au-delà de tes limites. Et souvent, tu reviens plus fort. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Après, il y a des blessures qui sont plus compliquées à gérer que d'autres. Mais moi, j'ai beaucoup d'exemples de sportifs qui ont eu des blessures parfois graves et qui, quand ils sont revenus, étaient aussi bons, voire meilleurs. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé. Écoute, il y a par exemple l'année dernière, en 2023, en février 2023, je me casse le pied. En plus, pas dans le monde du sport, rien à voir. Ouais, Ski. non. Non, pas dans le sport, Non, tu m'as non, dit. non, pas dans le sport. Ça sent Je la pète un glissade. câble Ah ouais. et je tape dans une porte, tu vois, je me casse le pied. Et ça m'a tenu éloigné des pistes pendant 5 mois. Ouais. Ouais, donc je sais pas, j'ai dû faire 4 ou 6 semaines de plâtre. Ça a été une éternité, tu sais, dans un plâtre. Tu peux rien faire, en plus, tu peux pas t'entraîner. Après, ça te demande 6 à 8 semaines de rééducation. Et tu vois, malgré tout, je suis médaillé aux Jeux Olympiques un an et demi plus tard. Donc, la blessure, ça fait partie du quotidien du sportif. J'ai envie de dire, ouais, du quotidien, parce qu'il y a les blessures graves qui nous tiennent éloignés de la piste, mais il y a celles qu'on gère au quotidien parce qu'on ne peut pas s'arrêter, parce qu'il y a des échéances qui approchent, qui nous permettent de nous qualifier. Donc c'est une gêne permanente, mais tu fais avec et tu essaies d'être performant quand même avec, parce que la compétition, elle t'attend pas. La date, elle est là. Et si t'es pas bien, c'est ton problème. Il y aura quand même un gagnant à la fin, quoi. C'est ça. Est-ce que dans la blessure, finalement, le plus difficile, c'est pas le mental plutôt que le physique? Parce que le physique, finalement, tu as des kinés, tu as des équipes, tu vas t'entraîner, voilà. Mais tu as sûrement la crainte de te reblesser, d'y aller peut-être trop fort. Est-ce que c'est pas plus le mental? C'est ça. Il faut faire confiance au process et aux spécialistes qui t'entourent. Quand le médecin te dit 6 semaines de plâtre, et qu'il faut pas déconner. Donc il y a quand même une partie individuelle qui fait que ça demande une certaine rigueur, de croire au process, parce que des fois c'est long. On t'annonce, moi souvent quand on m'annonce 6 semaines, j'imagine tout de suite 8, parce que des fois des fois Une ça prend rechute plus de temps ouais. que prévu. Et si ça prend moins de temps, tant mieux, tu vois, mais ça demande quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es blessé que tu t'entraînes moins. Moi, je me souviens que par exemple pour mon pied, j'étais chez le kiné pratiquement 3 heures dans une journée. Si j'arrivais à 9h, je sortais à midi, si j'arrivais à 15h, je sortais à 18h, enfin, tu vois, même si je faisais pas 3 heures de kiné, mais le tout, tous les soins plus la rééduque, ça me demandait tout ce temps-là. Donc finalement, tu dois quand même passer tes journées à t'occuper de ta blessure. Ouais. Donc ça demande, oui, un investissement mental, ça demande aussi, sur les blessures longues, des fois s'aérer un peu l'esprit parce que tu fais les mêmes choses et t'as pas tout de suite le résultat, donc tu commences à te décourager. Et des fois, même le kiné, le médecin, ils disent écoute, prends du repos, pars une semaine, 10 jours, et reviens, tu verras, ça ira mieux. Et c'est vrai que ça fonctionne. 2023, la blessure, tu m'as dit? C'est ça. C'est la même année où tu as la salle Oui. Yannick Bourrel qui est inaugurée, Ah ouais. avec 12 pistes. Exact. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Bah, c'est un honneur. C'est un honneur de voir une salle porter son nom, surtout au Krebs. Euh, voilà, c'est un héritage aussi pour les jeunes parce qu'avant il y avait une salle d'à peine 3 ou 4 pistes, au Krebs d'ailleurs. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui m'oblige puisque maintenant, que je le veuille ou pas, je serai toujours un ambassadeur de la Guadeloupe de par mes résultats. Et je pense que c'est aussi parce que ce rôle-là, je l'ai pris au sérieux dès le début, qu'on a peut-être voulu récompenser ses efforts, parce que souvent quand je rentre en Guadeloupe, je prends toujours du temps pour rencontrer des jeunes, leur parler de mon parcours et surtout leur transmettre le message. Franchement, c'est possible pour vous, comme ça l'a été pour moi. Comme je te disais, j'avais une vie assez simple quand j'étais petit. J'allais à l'école à pied, j'allais à mon club à pied. Voilà, j'ai aussi pu compter sur le soutien de mes parents, mais mon père était marin. Il n'était pas là parfois pendant une semaine, donc c'est ma mère qui gérait toute seule. Euh, donc j'ai fait voilà, j'ai cru en moi, j'ai cru en mon projet, et c'est ça que je leur dis croyez en vous, croyez en ce dont vous êtes capable, donnez-vous les moyens, acceptez aussi que ça demande des concessions, parfois des sacrifices, mais ce mot-là est très fort. Donc au début, quand on est jeune, ce sont des concessions, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'allais pas en boîte peut-être aussi souvent que mes amis, en tout cas pas durant toute l'année. Après en août, quand j'étais là, je profitais, je relâchais parce que je savais qu'en septembre ça allait reprendre et que j'avais qu'un mois pour décompresser. Mais tout au long de l'année, quand tu as une compète qui arrive même dans un mois, une soirée en boîte où tu as trop bu, tu peux le payer pendant 1 ou 2 semaines, quoi. Donc ça demande ces efforts-là. Et même quand on est jeune, je sais pas moi, juste le week-end, quand moi j'allais en compétition, d'autres ils profitaient de leur week-end, ils allaient à la plage ou ils faisaient autre chose, tu vois. Ils faisaient leurs devoirs. Mais moi, si je suis à la compétition samedi, dimanche, je fais pas mes devoirs, mais à un moment, il faut bien que je les fasse. Parce qu'on va pas m'attendre, on va pas les faire à ma place. Donc voilà, c'est ces petits sacrifices que ça demande. Mais une fois qu'on a fait un choix, il faut y aller à fond et il faut pas se poser de questions. Et la première chance, je le dis souvent, c'est de pouvoir travailler. Donc il faut travailler et après la chance va venir parce qu'on a provoqué tout ça, quoi. 2024, Mm. comment tu abordes la chose? C'est en France, donc tu Ouais. seras à la maison. Ouais, les Jeux sont à Paris. On sent que même au plus haut sommet de l'État, puisque le président a plusieurs fois pris la parole pour parler des objectifs des JO, qu'on mobilise tout le monde. D'ailleurs, sur place, il y avait énormément de forces de l'ordre qui venaient de partout en France, mais aussi de l'étranger. Donc c'est dire l'implication de l'État au sujet des JO. Donc forcément, la pression, elle redescend un peu sur tout le monde et sur les athlètes en premier, puisque c'est nous qui sommes les premiers acteurs à aller chercher des médailles. Donc je pense que tout le monde a ressenti ça. Et en plus, comme les places coûtaient cher, la compétition a été très dure en fait. La compétition, je parle avec les étrangers, mais aussi en interne. Et après le jour J, moi en fait cette date, le 28 juillet 2024, je l'avais marqué d'un fer rouge, quoi. Et tous les jours quand je me levais, je me disais le 28, je me disais en fait chaque jour, je me disais tu te rapproches de l'opportunité de gagner une médaille le 28 juillet au Grand Palais. Donc je me suis nourri de ça jour après jour. Et en fait tu te laisses jamais décourager parce que comme je disais, tu réinitialises chaque jour. Tu te dis, c'est une nouvelle journée et une nouvelle opportunité de me rapprocher de mon objectif. Et ça, j'ai fait ça pendant, un bon, en tout cas dès le 1er janvier 2024 jusqu'au 28 juillet. Donc vice-champion, Vice-champion olympique, ouais. qu'est-ce qui se passe après? Quand tu gagnes, enfin quand tu es vice-champion et que forcément tu n'as pas ce que tu aurais voulu, ça reste quand même une médaille. C'est quand même des victoires que tu as accumulées. Comment tu abordes la chose? D'une part parce que tu as eu quelque chose, mais tu es un compétiteur dans l'âme. Ouais. C'est à la fois une frustration et une satisfaction. La frustration, c'est de se dire, j'ai joué une finale olympique et je l'ai perdue.
Tu vois, ça fait chier. Et la satisfaction, c'est se dire, ben, tous ces efforts m'ont quand même donné ce beau résultat. Euh, ouais, ça a été compliqué quand même, hein. Ça m'a demandé un peu de temps à digérer. En plus, je devais tout de suite me remettre dedans puisqu'on avait le par équipe. Et le par équipe, on fait quatrième. Donc dur de digérer les défaites comme ça. Mais après, avec la famille, en fait, c'est la famille qui a rendu cette médaille incroyable et qui m'a remis les pieds sur terre en disant non mais Yannick, tu vas pas te laisser abattre quand même. Tu as gagné une médaille olympique en individuel, c'est la médaille qui manquait à ton palmarès. C'est ce que j'allais te dire. Et en fait, ouais, tu te dis ouais non, faut relativiser. C'est vrai que j'ai fait 4 Jeux olympiques. J'ai 2 médailles, j'ai une médaille d'or en 2016 par équipe, une médaille d'argent en individuel à Paris. Hormis cela, il y a toutes les championnats du monde que tu as gagné 4 ou 5 fois peut-être. 4 fois en équipe, une fois en individuel, 4 fois les championnats d'Europe en individuel. Enfin, j'ai quand même pas mal de titres. Et je peux qu'être satisfait de moi, mais je suis comme je te disais, je suis un compétiteur. Donc j'ai de l'insatisfaction sur certaines choses, mais c'est ça qui fait que je m'améliore un peu plus et qui fait que peut-être que je dure dans mon sport, parce que ça fait quand même ça fait au moins 17-18 ans que je suis au très haut niveau, donc c'est pas beau, c'est qu'il y a des efforts qui sont fournis, il y a du travail. Ouais. Est-ce qu'il y a une médaille qui a eu plus de valeur pour toi en termes, peut-être, je sais pas, une manière de gagner particulière, une remontée que tu as faite peut-être? Est-ce qu'il y en a une que tu retiendras plus que les autres? Franchement, chaque médaille a une saveur particulière. Je pense au premier Grand Prix que j'ai remporté, c'était en 2015, juste avant la naissance de mon fils. Je pense aux Jeux Olympiques de Rio, où on gagne la médaille d'or par équipe. Ça c'était un rêve, vraiment un rêve de gosse. Et la médaille, je pense, la plus dure que j'ai eu à gagner, c'est celle que je viens de gagner là aux Jeux de Paris. Plus dure parce que le contexte, la plus dure parce que à la maison, donc énormément de pression, et on a vu que certains sont passés à côté, certains ont très bien réussi aussi, mais c'est vrai que c'était une chance d'être devant son public, mais ça demandait aussi de devoir rester très concentré et pas s'éparpiller et pas se laisser envahir par la pression médiatique, la pression du public, des proches. Donc en fait tout ça a fait que ça a rendu la chose très difficile, en plus de mon quotidien. Sinon je pense aussi aux championnats du monde, j'ai gagné les championnats du monde en individuel. Je bats en finale le champion olympique de 2012. Finalement en tableau de 16, donc tableau de 16 c'est en 8e de finale. Okay. Je bats le japonais qui me bat cette année en finale. Donc en fait tu te rends compte que tu as dû quand même faire de gros matchs pour remporter ces différentes médailles. Donc non, j'ai des si on revient sur chaque médaille, il y aura un souvenir qui va rester. Donc c'est toujours très différent en plus en individuel et par équipe, parce que par équipe tu partages cette joie et ça c'est assez fort. En individuel, ça récompense tous tes efforts et tout ton travail, tous tes doutes aussi, ça efface aussi certains doutes où tu te dis putain, est-ce que je vais y arriver? Tu le sais pas en amont, tu vois, tu peux avoir des certitudes sur toi et sur comment tu vas être. Mais tu sais jamais vraiment comment ça va se passer le jour J, donc je sais pas, une semaine avant t'es bien, 3 jours avant tu te blesses, donc il faut gérer tout ça, donc Ça t'arrive d'être stressé parce que tu donnes vraiment l'impression d'être une force tranquille. Est-ce que toi ça t'arrive avant un match? Ouais, je stresse, hein. Je stresse même pendant les matchs. Enfin, ça se voit pas parce que le stress maintenant, c'est un compagnon. C'est quelqu'un qui est avec moi. C'est un compagnon qui est avec moi tout le temps. Mais j'arrive à justement, en fait, moi, si je laisse parler mes émotions,
Contrairement à d'autres sportifs, parce qu'il y en a qui ont ce côté où justement ils vont être dans l'émotion, ils vont être hyper réactifs à toutes sortes Mhm. de stimuli. Et moi non, en fait moi j'essaie de rester la tête froide tout le temps. Donc c'est vrai que quand je suis sur une piste, quand je suis engagé dans un combat, je suis totalement différent. J'ai un autre visage, je suis pas hyper souriant, contrairement à ma vie de tous les jours. Mais c'est parce que je veux justement maîtriser mes émotions et rester dans le moment présent. Avant les JO, avec un groupe d'amis, dont Michael, Mm. pour nous, on se disait que tu étais au panthéon de l'escrime. Est-ce que tu as conscience d'être un modèle de réussite et dans le sport et dans la vie de tous les jours pour les Antillais? Euh, Peut-être pas toujours. J'ai envie de te dire, des fois même, j'oublie que je suis connu. Parce que des fois, je me balade et il y a des gens qui me disent ah, c'est vous Et je dis pourquoi ah oui, oui, c'est vous le champion et tout. Et je dis oui, c'est moi, c'est moi. Mais tu sais, des fois, en tout cas, comment dire, j'agis pas tous les jours en champion d'escrime, quoi. Je suis aussi Je suis un être humain, un c'est mari, un frère, un un père. père, un fils. Donc quand je suis dans ces situations-là, ça, j'oublie un peu tout ce que j'ai accompli. Mais non, quand je croise, tu sais là, à la soirée dont tu as parlé, où Chris est Mhm. venu, il y a une jeune streameuse qui est venue me voir, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, tu es un modèle pour moi, je suis super heureuse de te rencontrer. Et là, tu te dis, bon, quand même, tu inspires des jeunes, tu inspires des gens, et ça c'est précieux. Donc non, maintenant je sais que j'ai un rôle un peu de modèle. Je te parlais du rôle d'ambassadeur que j'ai. Mhm. Je pense que je suis un ambassadeur pour les jeunes sportifs guadeloupéens, mais peut-être aussi pour la jeunesse. Pour les escrimeurs, comme je t'ai dit, c'est pas Voilà. moi, hein. Ouais, Le c'est vrai tableau, que il c'est dit vrai. premier, hein. C'est pas moi, c'est le tableau. C'est vrai, c'est vrai. Donc non, non, je suis conscient du travail accompli et de mes succès, mais voilà, j'ai pas ça quand même. Je porte pas ça sur mes épaules tous les jours. Ce serait ce serait trop compliqué. Et quel rapport tu as du coup avec tes enfants en tant que sportif de haut niveau? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Quelles sont les valeurs que tu leur véhicules? Mais tu vois, j'en parlais avec ma fille et elle disait ah j'aime pas l'escrime et tout. Je lui dis mais c'est vraiment tu aimes pas l'escrime ou est-ce que tu as peur d'échouer? Elle me disait ouais j'ai peur de pas réussir. Et je lui dis mais moi je t'en voudrais jamais de pas réussir, mais je serais plus dur avec toi si tu n'essayes pas. Et c'est plutôt ça que j'essaie de leur inculquer, c'est l'état d'esprit. Parce que tu peux essayer et ne pas y arriver. Franchement, ça, je pense qu'il y en a plein qui ont essayé dans différents sports et qui ne sont pas arrivés en équipe de France, qui n'ont pas de médaille olympique. Et j'entends que c'est dur et que ça demande peut-être des fois des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais sur l'état d'esprit, il y a quand même des choses qu'on peut essayer de mettre en place et qui peuvent donner des résultats. Et sur ça, ouais, j'ai tendance à être plus intransigeant. Donc moi, au quotidien avec mes enfants, déjà entre eux, c'est le partage, le respect. Entre eux, entre frères et sœurs, c'est s'entraider, c'est la solidarité, c'est ces valeurs-là. Et ma femme et moi, on est d'accord là-dessus. Donc on a la même éducation sur ça. Et après, c'est la rigueur, c'est le travail. C'est ok, quand on se détend à fond. Par contre, quand on bosse, c'est la même chose. Donc sur ça, ouais, c'est plutôt ces valeurs-là que je leur transmets moi à mes enfants. On arrive quasiment aux fins de notre échange. Deux dernières questions. Si tu devais avoir un dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, ce serait qui et pourquoi? Ça peut être un sportif, peu importe, une personnalité. Ben déjà, je dirais Teddy Riner. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ok. Franchement, on a même été en boîte ensemble là pour fêter les médailles. Mais un dîner, non. Et pourquoi? Parce que Teddy m'inspire, moi. Parce que je suis toujours à la quête de la médaille d'or. Et je ne l'ai pas toujours gagné. Mhm. Et lui, en a gagné vraiment beaucoup. Et dans un sport très difficile, dans un sport individuel de combat comme moi. Donc en fait, c'est plutôt sur cet aspect-là, cet aspect comment il a la faculté de remporter des victoires sur victoire sur victoire. Ça m'inspire beaucoup. Et en plus, c'est un gars hyper cool. Franchement, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est vraiment sympa. Ensuite,
je sais pas, j'en ai plein des modèles. Je pense à Marie-Jo, que je connais aussi, mais j'ai jamais eu de moment privilégié, on va dire, avec elle. Même si ça c'est possible, parce que En Marie-Jo vrai. comment dire, elle est engagée dans les étoiles du sport. C'est un événement qui réunit les sportifs dans un cadre totalement différent, Mhm. où c'est souvent à la montagne au ski. Ok. Ouais, et on réunit les sportifs olympiques et paralympiques des disciplines d'été et d'hiver en fonction de leur calendrier. Donc ça c'est un bel événement et c'est l'occasion justement de pouvoir dîner avec des sportifs comme ça. Euh, Sinon, je sais pas, de décédés, je dirais peut-être Martin Luther King ou Malcolm X pour comment dire, pour ressentir comment dire, cette façon d'incarner comment dire, ce pour quoi on se bat. Euh, Barack Obama, par exemple aussi, parce que c'est quand même le premier noir américain à être président des États-Unis, un pays qui a eu comment dire, un rapport difficile avec la racialité entre guillemets. Euh, voilà à peu près. Mike Tyson, j'en ai parlé beaucoup dans pas mal d'interviews, mais Mike Tyson c'est quand même un tueur et ça j'aime beaucoup. Euh, voilà, voilà à peu près. Bon, j'avais dit deux dernières. J'aurais dit aussi, j'aurais dit Maryse Condé, parce que souvent on dit qu'on est des ambassadeurs, mais je me mets pas au niveau de, tu vois, de ces personnes-là, parce que c'est quand même des gens qui ont inspiré beaucoup plus de personnes et qui ont un rôle totalement différent dans la société. Mhm. Donc voilà. Ok. Avant la vraie dernière question, c'est parce que tu as parlé de Teddy, ça m'a fait penser à ça. J'ai l'impression, et tu sais, le village olympique, c'est un peu comme une centre aéré. Comment ça se passe sur le village? J'ai l'impression que c'est une grande célébration, tout le Ouais. monde se retrouve après peut-être avoir joué ou quoi. Comment ça se passe véritablement? Pas du tout. Tu as dit centre aéré et c'est pas du tout ça. Alors, Ça se regarde en chaîne faïence parce que il y a... non plus, mais en fait, si tu veux, le village olympique, t'es au jeu. Ça fait 4 ans que t'attends cet événement, parfois plus, parce qu'il y en a qui font pas les jeux tous les 4 ans. Et en fait, c'est hyper concentré en fait. Tu sais, tout le monde a son programme, tout le monde a ses entraînements. T'as toujours un rendez-vous, soit entraînement, soit kiné, soit. T'as toujours quelque chose à faire. Donc en fait, chacun est très concentré sur ce qu'il a à faire. Quand on se connaît entre nous, par exemple, entre sportifs du même sport, on prend 2-3 minutes pour discuter ou même plus. Mais l'ambiance, elle est assez, on va dire, tendue. Parce que l'événement approche. Certains ont leur compétition parfois le lendemain ou 2 jours après. Je te donne un exemple précis. Coraline Vitalis, qui est en équipe de France et épée dame, qui a été médaillée par équipe. Elle a été médaillée d'argent. On s'est pas vu souvent au village. Et en plus, quand tu as fini ton épreuve, tu dois quitter le village. Parce que forcément, quand tu as gagné, tu as envie de faire la fête. Mais tu vas rentrer tard, tu vas réveiller les autres qui ont encore compétition. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, en fait, contrairement à ce qu'on pense, on est un peu en mode Ouais, centre aéré, à la mais cool, mais pas du tout. Pas Ok. du tout. J'ai fait les universiades. Pardon, les universiades, c'est un peu le même principe. C'est les championnats du monde universitaire, mais tous les 2 ans. Et là, l'ambiance est plus cool parce que déjà, c'est plus jeune, c'est moins de 27, je crois, ou moins de 25. Et c'est pas un truc capital, quoi. En tout cas, c'est pas aussi important que les jeux, donc l'ambiance, elle est plus décontractée. Mais les jeux, c'est assez. Après, par contre, quand on a fini, quand on est médaillé ou pas d'ailleurs, on peut célébrer ensemble et on se donne rendez-vous. Là, c'était à Paris, donc c'était facile. Mais sinon, c'est dans les clubs France, Ok. dans les différents pays. Donc, non, l'ambiance, c'est pas la fête. Et enfin, c'est quoi pour toi la définition de la réussite? La définition de la réussite, c'est être heureux dans ce qu'on fait et pouvoir à la fin se retourner et dire quel qu'en soit le résultat, je suis fier du tableau que j'ai peint. Et ça peut être couronné de victoires, de médailles, ou pas forcément, mais
j'ai laissé derrière moi. Enfin, avec moi, ça m'a permis de gagner des amis, ça m'a permis de gagner. Parfois dans le business ça va être de l'argent, mais ça m'a permis de m'épanouir en tant que personne et sans blesser ou froisser personne, quoi. Ça c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Si on arrive à réussir comme ça, c'est bien. J'ai des messages à te faire écouter de proches qui ont voulu partager avec toi. Donc tu en as Ok. 3. Ok. Hello Yannick, c'est Maëlle. Nous sommes maintenant amis depuis plus de 20 ans. Sur ces 20 ans, je t'ai vu évoluer en tant qu'homme, en tant que père, en tant que sportif de haut niveau, avec une admiration incroyable pour tout ce que tu représentes. Au-delà d'être mon ami, tu es aussi mon associé sur ce magnifique projet qu'on a monté ensemble, d'Irisa. Et je te remercierai jamais assez de cette confiance que tu m'accordes au travers de cela. C'est important, ça compte pour moi, ça a une valeur inestimable. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est de garder cette authenticité qui te caractérise. Tu es humble, tu es sincère, tu es loyal. Et c'est ce qui fait de toi un grand homme auquel on peut s'identifier et qu'on prend plaisir à suivre, quelles que soient les aventures. Donc merci pour cela Yannick, merci pour tout, merci pour la Guadeloupe, pour le symbole que tu représentes pour les nouvelles générations, parce que je sais à quel point tu en inspires plus d'un. Et j'espère que ce petit message te fera plaisir et que tu le garderas au chaud pour les moments de doute, si tant est qu'il y en ait de nouveau. Gros bisous et à très vite. Ouais, c'est touchant parce que comme elle l'a dit, on se connaît depuis. Plus de 20 ans. Ouais, j'ai 35 ans et j'ai commencé l'escrime à 10 ans et elle était déjà là, donc 25 ans en fait. Donc venant de Maëlle, ça me fait très plaisir et de toute façon, on est amené à rester amis encore très longtemps. Yo Zlad, c'est le M. Franchement, même pas de questions à te poser, mon gars. Ou à connaître, franchement, félicitations pour tout ce que tu as fait, pour tout le chemin parcouru, accompli, et Dieu seul sait les sacrifices que tu as dû faire et tout ce que tu as donné pour atteindre tes objectifs. Et franchement, tu fais la fierté des nôtres. Tu as toujours été de bons conseils, une bonne oreille à l'écoute, toujours, un frère, un ami, un entraîneur, un coéquipier, un tout, un modèle. Franchement, t'as toujours été là, t'as toujours fait de ton mieux, tu t'es toujours battu et c'est toujours ce que t'as prôné, d'aller jusqu'à fond et t'as toujours prôné l'excellence. Et je suis vraiment hyper fier de voir tout ce que t'as réalisé, de voir que tu continues ton chemin et vraiment plus tu vas loin, plus nous on va aller loin et c'est juste une fierté de te voir, de tous ces exploits. Donc félicitations, man. Profitez quand même en bas là-bas, nous. Et reviens-nous en forme. Ouais, là, c'est Mathias Bebiani. C'est aussi un ami que j'ai connu, pas en Guadeloupe en fait, parce que moi j'ai été ami avec son grand frère qui faisait de l'escrime et qui est de la même génération que moi. Mais aujourd'hui, on est amis aussi avec Mathias et on est devenus très proches. Et j'ai eu ce rôle, on va dire, de mentor peut-être avec lui, où je sentais que c'était quelqu'un qui voulait très très fort réussir. Et il a dit, il a été à l'écoute et moi aussi j'ai toujours essayé d'être à l'écoute de ses problématiques et de comment il ressentait les choses. Et j'ai toujours été très franc avec lui sur comment il devait agir, comment il devait se comporter s'il voulait réussir. Donc ça montre que il a bien reçu mes messages et je suis content et je lui souhaite le meilleur à lui aussi. Je lui souhaite qu'il a toujours cet objectif d'être un jour aux Jeux Olympiques et de faire une médaille. Donc je te souhaite de réussir, Mathias. Et le dernier, Michael, forcément. Yo Zlatan, qui genre un boss. J'espère que tout va bien, que voilà, tu as vu te remettre de ces jeux exceptionnels que tu nous as fait vivre. Et puis, du coup, voilà, on m'a demandé de te poser quelques questions ou peut-être de partager des anecdotes. Donc, pour commencer, j'espère que tu te souviens quand je te mettais la pâtée à FIFA. Je crois que déjà je veux dire en termes de victoire, je crois que je suis toujours devant. On n'a pas pu en découdre toi et moi, mais
Au moins, il y a un endroit où j'ai plus de batte. Et voilà, plus sérieusement, déjà, comment tu fais pour, je dirais, toujours te concentrer sur la victoire, ne jamais abandonner, ne jamais te contenter d'une deuxième, d'une troisième ou d'autres choses que, voilà, hein, que de la victoire, hein. Où est-ce que tu as eu ce gène-là? Parce que c'est fortement ancré en toi. Et encore une chose aussi, est-ce que tu te rends compte, voilà, que tu es l'un des meilleurs escrimeurs de la planète, en fait, en termes de palmarès, et qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes en arrière et que tu vois d'où tu es parti et où tu es arrivé aujourd'hui, quoi. Tout ce que tu inspires aux autres et tout ce que tu as pu nous faire vibrer, je dirais, en termes d'émotion. Et en tout cas, ouais, ça, frérot, c'est more love pour toi et ta famille, et puis peu importe, voilà, ce que tu décides de faire pour après, ben, j'espère que ça ira pour toi, frérot. On va connaître. Ouais, ouais, c'est Michael aussi, c'est un ami et franchement ça fait plaisir ces messages-là. Tu vois, c'est ce que je disais. C'est vrai que j'ai pas eu cette médaille d'or, mais c'est eux qui rendent cette médaille. C'est eux qui la transforment en médaille d'or en fait, parce que avec ces messages-là, tu te dis tu reçois beaucoup de compliments, beaucoup d'amour et ça fait du bien. Donc merci Mika. C'est vrai que tu m'as foutu la patate à FIFA, mais j'étais concentré sur autre chose. J'étais concentré à te battre sur la piste, moi. Et à sa question, je pense que j'y ai répondu tout à l'heure. Oui. C'est cette faculté à toujours reset. Et même, et j'ai envie de te dire, je le dis souvent, mais à l'entraînement, c'est souvent plus dur qu'en compétition en fait. Parce que t'arrives pas toujours hyper motivé. La motivation, c'est traître. Parce que des fois, t'es hyper motivé, t'as envie de soulever la terre entière. Des fois, t'as pas envie de te lever de ton lit. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu gardes une certaine rigueur pour te dire, le jour de la compète, ça peut être comme ça. Et ce jour-là, est-ce que tu vas te laisser abattre? Est-ce que tu vas perdre? Non. Donc en fait, tu arrives sur la piste et tu donnes tout ce que tu as ce jour-là. Et je pense que ça fait partie des secrets de ma réussite, on va dire. C'est que je sois hyper motivé ou pas, en fait, quand je mets la tenue, je veux pas, me trahir moi-même. Ce serait de venir faire semblant, pas tirer, et rentrer chez moi et être content de ce que j'ai fait. Non, si je me mets le masque face à Mika, même aujourd'hui, même lui qui a arrêté depuis longtemps, faut que je le batte. Faut pas qu'il puisse sortir du match et dire je l'ai gagné. Et ça, c'est pareil avec tous ceux avec qui je m'oppose, les jeunes, les moins jeunes. Quand on se bat comme si c'était vraiment une compète, quoi. Moi, vraiment sur ça, je pense que j'ai fait ça toute ma carrière. Yannick, je te remercie. Merci à toi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager. On remercie les partenaires Atoll les Opticiens et Bologne pour cette belle émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.